Bienvenue dans ce nouveau format sur notre chaîne. Nous analysons en direct la communauté de vos influenceurs préférés. Aujourd'hui, nous accueillons Jules du compte Insta Jules comme César pour lui présenter qui sont ses abonnés et comment créer un lien fort avec eux. Et pour ne rien rater, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans la carto qu'on va expliquer juste après, il y a une sphère qui m'intéresse particulièrement. C'est la sphère qu'on voit en haut à droite sur les contre-cultures et les mouvements alternatifs. Est-ce que tu penses que c'est plutôt lié à ton audience propre ou à ton activité avec le crayon ? Donc là, sur la cartographie de mes audiences Jules comme César sur Insta, on a vu effectivement cette partie-là qui, à mon avis, est plutôt liée aux vidéos que le crayon poste et auxquelles je contribue par le cross-post. Je pense que c'est des commentaires qui se retrouvent moins dans mes vidéos. Mais d'ailleurs, ça m'interroge aussi sur la méthodologie et c'est des questions que j'ai pour vous sur comment est-ce que ça a été élaboré et qu'est-ce que vous êtes capable de regarder. Est-ce que c'est du coup les gens qui commentent et qui ont une interaction avec les posts ou est-ce que c'est plutôt juste les gens qui sont abonnés ? Parce que du coup, je trouve que c'est pas forcément la même réponse. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu as vraiment les deux approches. Hein. Tu as ce qu'on va appeler les cartographies de communauté. Donc là, généralement, ce qu'on prend, c'est on extrait tous les followers d'un compte. Insta, X, TikTok, quel qu'il soit, et on va regarder les followers de ces followers. On va regarder comment ces gens-là sont croisés entre eux. Il y a une autre solution, c'est de regarder les publications que ces gens-là font. Donc ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a un qui est, on va dire, plus affinitaire / comportemental. En gros, si je like Greenpeace et Nicolas Hulot et WWF, j'ai une forte probabilité d'être affinitaire avec les mouvements liés à l'écologie, en gros, pour faire très simple. Après, il y a les autres communautés qui vont être des communautés de discussion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on n'a vraiment pas les mêmes sujets. On a pu voir, en fait, sur des cartographies qu'on a réalisées pour d'autres personnalités que, par exemple, on avait des sujets musicaux qui ressortaient, là où toi, ça va plutôt être justement sur cette rhétorique, cette analyse du discours rhétorique. On a notamment noté dans ta cartographie qu'on avait des apprentis rhéteurs, c'est-à-dire des étudiants qui finalement se basent sur ton contenu pour apprendre à mieux parler. Mais ces catégories-là, elles sont prédéfinies, c'est-à-dire qu'il y en a, 100, 300 qui sont déjà des groupes qu'on retrouve et dans lesquels, auxquels du coup votre analyse rattache nécessairement des audiences, ou est-ce qu'elles se définissent de manière propre à chaque analyse ? En fait, dans un premier temps, c'est algorithmique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune présélection, il n'y a pas des préfiltres, il n'y a pas de présegmentation. On va juste utiliser un algorithme pour ceux qui connaissent, qui s'appelle un algorithme de modularité, qui va... ça se voit sur la couleur des communautés. En gros, c'est un algorithme qui va mettre de la même couleur les gens qui ont beaucoup de liens entre eux et peu de liens avec les autres. Donc ça, c'est purement mathématique, c'est statistique. En revanche, une fois qu'on... Et un lien, c'est quoi ? On le caractérise comment, un lien ? Alors là, ça dépend, encore une fois, c'est soit un abonnement commun, soit de la sémantique commune, des mots communs dans leurs 300 derniers posts. Soit une interaction, etc. 300 derniers posts. Voilà. Et en gros, ce que ça dit, cette modularité, déjà, c'est un facteur sur lequel on peut jouer. Tu peux jouer sur ce facteur, tu peux choisir volontairement de voir apparaître un nombre faible de communautés pour avoir des communautés macro, un nombre intermédiaire, c'est ce qu'on a fait pour toi. Et après, tu peux aussi faire des analyses de communautés avec 200 sous-catégories si tu le souhaites. Nous, on l'a fait, par exemple, dans notre ancienne vie, on travaillait en politique et on a fait ça sur des responsables politiques qui avaient plusieurs millions d'abonnés. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que cet algorithme, donc, il est statistique, il est mathématique, mais derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller nous-mêmes, en tant qu'humains, regarder ce qui compose cette communauté-là. Donc forcément, on va se faire aider d'algo, hein. On va regarder les mots qui sont les plus représentés en bio, on va regarder leurs intérêts communs avec leurs abonnements croisés, mais on va aller regarder surtout, nous, avec le fait qu'on ait fait, plus de 200 ou 300 analyses de comptes d'influence différents, on va aller repérer tout de suite des communautés qui nous semblent particulièrement intéressantes. Ok. Mais donc le nom de la communauté, il préexiste. Non, le nom, c'est nous qui le choisissons. C'est vous qui le choisissez. Après, à chaque fois, on le choisit, on le sort pas comme ça du chapeau. C'est typiquement quand on met les apprentis rhéteurs. C'est étudiant apprenti rhéteur. C'est que moi, je sais très bien pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça. C'est des gens qui like ou partagent ou commentent souvent les publications autres que sur ton compte, hein, mais des publications en général qui sont liées à des concours de rhétorique.
tu vois. Donc, par exemple, tu avais le concours de rhétorique, je sais plus si c'était HEC. Oui, il me semble que c'était ça. Ou Sciences Po, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros on voyait qu'il y avait une surreprésentation, plus de 4 ou 5 fois plus que les autres communautés de gens qui au sein de cette sous-sphère réagissaient à du contenu lié à ça. Et ça, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que ça te permet de dire, ok, toi ton audience, bon, tu t'adresses à eux tous les jours, tu les connais, tu sais plus ou moins ce qu'ils apprécient, mais là tu peux voir vraiment que cette sphère, tu peux regarder où elle est, tu peux regarder ce qui les intéresse. Et dans une logique après, derrière, si tu t'adresses à des marques ou à d'éventuels sponsors, tu peux aussi leur dire si oui ou non leur cœur de métier va être affinitaire avec ton audience. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si. Mais du coup, en fait, c'est parce que tu as vu le centre d'intérêt rhétorique chez beaucoup de personnes que tu te dis, et que en même temps, en termes de classe d'âge, en fait, tu croises plusieurs paramètres d'analyse et tu crées ta catégorie en les appelant étudiants apprentis rhéteurs parce que tu vois qu'ils aiment la rhétorique et qu'ils sont étudiants. Exactement. Et alors après, ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. En gros, généralement, quand on appelle une communauté comme ça, soit elle est évidente, c'est-à-dire pour nous, évident, c'est quand tu as 80-95% des gens qui ressemblent aux personas qu'on décrit dans le nom de la communauté. Dans ce cas-là, on le fait. Si c'est pas évident, on va augmenter, tu sais, c'est le score de module, enfin le facteur de modularité dont je parlais tout à l'heure. On va augmenter la sensibilité pour splitter ce sujet en 2, en 3, en 8 s'il le faut, jusqu'à ce qu'on arrive à ce seuil de 80-95% de gens qui rentrent dans ce schéma-là. Oui, culture et société, qui est une sphère un peu large, on aurait pu l'affiner avec une modularité plus fine. Exactement. Que signifie la distance entre les points ? Alors, ça, c'est une excellente question. En fait, tu vas... déjà, les points, en fait, qu'est-ce que c'est ces points ? C'est un peu comme des aimants. Donc, nous trois, supposons qu'on soit dans ta cartographie. J'espère que vous êtes dans ma communauté. Peut-être. En gros, c'est comme des aimants, on se repousse, tu sais, parce que si tu mets les pôles positifs, négatifs, enfin, je sais plus exactement. Non, mais les mêmes pôles se repoussent, mais si tu mets des pôles opposés, ils s'attirent. Exactement. Ouais, on se repousse tous. Par contre, à partir du moment où tu as un lien, et un lien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est interaction commune, follower commun, following commun, et ou 300 derniers posts qui parlent des mêmes thématiques, un lien va se créer. Mais tu peux avoir plusieurs liens, plusieurs types de liens. Tu vois. Et donc, chaque lien a une force qui va être différente. Exemple, avec Mina, on travaille dans la même entreprise, on se connaît depuis de nombreuses années, on est allé voir un Grand Prix de F1, on a 3 liens. Tu vois. La force du lien va être plus forte qu'entre nous deux, supposons, parce que nous, on n'en a que 2, parce qu'on est entrepreneur et qu'on se connaît depuis plus récemment. Voilà, et on était à la Paris Creator Week, mais on ne s'est pas croisés. Tu vois, je dis n'importe quoi. Donc, on n'a pas parlé exactement des mêmes thématiques. Du coup, à la fin, tu vas avoir... plus tu as de liens, plus tu t'attires. Donc nous, on s'attire très fortement, on va se rapprocher sur l'algo. Une fois qu'on a ça, tu vas pouvoir regarder, utiliser plusieurs algorithmes qu'on appelle des algorithmes de centralité. Alors là, on mettra en commentaire les descriptifs, mais tu as plusieurs algorithmes de Betweenness Centrality, qui en gros, pour te le faire très simple, c'est le chemin le plus court. Donc ça, à quoi ça sert ? En gros, ça te sert à déceler non pas forcément l'influenceur ou le follower ou le following qui va être le plus gros en termes de masse, tu vois. Je sais pas si dans tes sphères, tu as Squeezie, supposons, qui soit abonné à toi. Ça va pas forcément être le chemin le plus court pour s'adresser à Mina. Paradoxalement, ça va peut-être plus être moi, tu vois. Donc, je vais avoir un score qui va être plus élevé là-dessus. Ça veut dire que si je partage le post, si je partage ton post, Mina va le voir plus rapidement. Tu vois. Et ça, c'est hyper important dès qu'on parle d'influence, parce que forcément, ça te permet de voir en un coup d'œil les personnes à activer pour aller propager un message, qui soit un message d'opinion, un message politique ou un message de marque marketing. Voilà. Et il y a beaucoup de surprises sur ces scores-là parce que c'est rarement les personnalités les plus grandes qui vont aller parler aux sous-niches. Tu vois, c'est un peu comme sur Amazon, tu as toute une équipe qui s'occupe du last mile, tu vois, de la livraison du dernier kilomètre. Bah là, on est exactement dans ce sujet. Tu dois aller trouver vraiment la personne qui va permettre de s'adresser à la cible finale que tu souhaites toucher. Donc bien sûr, oui, si tu as le budget, si tu as les contacts, il faut aller toucher Squeezie, Lena Situation, les macros. Les macros. Mais la plupart du temps, et là je t'apprends rien, et hâte d'avoir ton avis là-dessus aussi, mais forcément, c'est d'aller trouver la personne qui a une micro-communauté, si possible même la plus petite possible, mais qui va toucher de manière sûre, probabilité 70, 80, 90%, les personnes qui t'intéressent. Voilà. Et nous, c'est un peu notre job au quotidien avec Mina, c'est d'aller... identifier finalement
les créateurs de contenu les plus pertinents, par exemple, pour promouvoir un événement, promouvoir un produit, ce genre de choses. Et finalement, avec une communauté qui a des liens suffisamment denses et proches pour pouvoir toucher le maximum de personnes, de manière très qualitative. Et donc, par exemple, si tu crées une stratégie pour un client, tu vas te dire un client qui voudrait toucher assez largement. Donc, potentiellement des niches, mais plusieurs niches. Tu vas aller regarder, tu vas essayer d'aller créer une cartographie ou examiner les cartographies des profils que tu aurais castés. D'ailleurs, comment vous procédez ? Est-ce que vous allez d'abord faire un casting et regarder qui touche effectivement, mais du coup, potentiellement, vous perdez du temps parce que si le casting n'est pas juste, vous avez fait de l'analyse pour rien. Ou est-ce que vous pouvez avoir une vue d'ensemble des dizaines de millions de personnes qui utilisent Instagram et regarder comment ça marche ? C'est une excellente question. Moi, je vais te donner un exemple hyper concret. On travaille avec une marque de cosmétiques qui s'est lancée en apportant quelque chose de nouveau en termes de recettes sur les neurosciences. C'est leur positionnement. C'est une marque très connue, ce sera facile de la retrouver pour ceux qui le souhaitent. On n'a pas une vision exhaustive d'Instagram et quiconque prétend ça, soit est Mark Zuckerberg, soit ment. Tu vois, c'est impossible en termes des métadonnées qui sont distribuées chaque jour et chaque seconde sur les réseaux sociaux, c'est largement impossible. En revanche, quand on va restreindre la sphère d'études préalable à typiquement sur les neurosciences, on a pris l'ensemble des conversations. On a créé des personas affinitaires. On commence par créer des personas affinitaires. Donc, cette marque veut toucher les personnes qui sont sensibles au sujet des neurosciences. 1, qui sont-ils ? 2, où est-ce qu'ils sont ? 3, qu'est-ce qu'ils consomment en termes de contenu, réseaux sociaux, etc. On se rend compte qu'il y a une surreprésentation sur Instagram, sur LinkedIn. On se rend compte que ces gens-là, ils sont affinitaires à une 50aine de sujets. Enfin, très simple. On va mettre 200, 300 mots-clés par sujet et on va faire une cartographie de l'ensemble de ces sujets. Donc là, tu n'as pas tout Instagram, mais tu as quand même une vision de 50 sujets x 300 mots, en gros, pour faire très simple. Tu fais une cartographie énorme qui va rassembler tous ces sujets-là. Et au sein de cette cartographie qui, du coup, représente, avec des proxys, avec des biais bien sûr, mais les centres d'intérêt, les centres de discussion de ta cible, tu vois, sur Insta, tu vas aller capter qui sont ces gens, et surtout, au sein de ces sphères-là, tu vas aller rajouter 2-3 proxys type j'ai envie qu'ils aient un fort pouvoir d'achat, j'ai envie qu'ils soient en France, j'ai envie, si possible, qu'ils soient affinitaires avec, qu'ils aient l'habitude d'acheter des produits cosmétiques. Tu vois. Et au sein de ces sphères que tu vas identifier, là, tu refais le travail qu'on a fait, par exemple, pour toi, pour aller définir les gens qui sont les plus pertinents. Voilà. Mais c'est intéressant parce que nous, cette discussion, d'habitude, on l'a plutôt avec des marques. Tu vois, c'est plutôt, je sais pas, Danone ou je dis n'importe quoi, l'UNESCO qui nous pose ce genre de questions. Et en revanche, nous, ce qui nous semblait particulièrement intéressant, c'était toi. Tu vois, la question que je voulais te poser, c'est toi, comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois déjà ton audience ? Est-ce que cette carto, par exemple, elle t'a surpris ? Ou est-ce que concrètement, tu savais ce qui me surprend, je dirais, il y a 2 choses, ou 2-3. Il y a quelques communautés que j'aurais peut-être pas identifiées, c'est vrai, les étudiants apprentis rhéteurs ou une mouvance plus contestataire ou en tout cas alternative du point de vue politique, même si je le comprends assez aisément. Ce qui peut me surprendre, c'est qu'il n'y ait pas une dimension littérature plus forte ou plus fine. Après, peut-être que c'est dans culture et société et qu'il faudrait juste regarder avec plus de modularité et de granularité. Mais j'ai quand même une communauté qui est très intéressée par le sujet et qui me suit majoritairement pour ça. En tout cas, du point de vue qualitatif, c'est ce que je ressens. Deuxième chose, je parle de sport depuis 3 ans et en particulier de course à pied et de running. Et je ne l'ai pas vu apparaître non plus. Donc, en fait, 2 questions. Est-ce que c'est une question de la granularité sur tout ça ? Oui, effectivement, on peut se retrouver sur la modularité et la manière dont on l'a appliquée. C'est vrai que les audiences que tu connais déjà sont particulièrement intéressées par la sphère littéraire et tout ça, on va pouvoir le retrouver dans la culture et société. Si on appliquait une modularité supérieure, effectivement, on pourrait retrouver sans doute la sphère sport qu'on pourrait faire d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je pense que si ça vous va, on peut aller rezoomer, nous, en post... comment on appelle ça dans le milieu,
post-prod. Ouais. Après, Mais, sur l'étude. Mais en effet, c'est intéressant. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ça nous a pas. Elle est pas ressortie elle en est pas premier. ressortie directement. Bah, ça m'étonne un Il n'y a petit pas peu. une macro-sphère de gens qui, dans leur quotidien. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés par ton contenu lié au sport. Hein. C'est vraiment différent. C'est juste que dans leur quotidien, tu vois, quand personne les regarde, quand ils sont tout seuls chez eux le soir, c'est pas forcément ce qu'ils vont regarder sur d'autres chaînes. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas forcément regarder le podcast ou je sais pas, Ouais. la dernière vidéo de Fatch qui parle de storytelling sur le trail. Tu vois? Ouais. Pas forcément. Et c'est ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise décision de faire du contenu là-dessus, surtout que je sais pas comment tu choisis tes sujets. Je pense que c'est C'est aussi par probablement passion. par affinité, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est voué à rester comme ça. Et surtout, on va faire le travail en post-prod de vérifier s'il y a une sphère et en quelle proportion elle est présente dans la sphère en question. Mais elle n'est effectivement pas ressortie dans les premières analyses. Peut-être que c'est dans cette dimension entrepreneuriat et création de contenu qui est assez large. En fait, il y a des personnes qui me suivent pour la personnalité que je suis et dans laquelle le sport et la culture et l'entrepreneuriat et la dimension un peu youtubesque, creator economy, tout ça constitue des facettes de ma personnalité. Exactement. Toi, tu choisis tes sujets par passion? Ouais, c'est d'abord... en fait, je trouve que si tu fais pas ça, tu deviens fou. Tu peux pas choisir tes sujets en fonction des attentes de ta communauté. C'est l'inverse qui se produit. C'est ta communauté ressemble au sujet dont tu parles et l'évolution des sujets dont tu parles écrème ta communauté et concentre ailleurs. Et si tu procèdes autrement, tu t'épuises. C'est déjà dur de tenir un rythme dans la durée en tant que créateur de contenu parce qu'il y a de la répétition, qu'il faut se réinventer. Il y a de plus en plus de concurrence sur une plateforme comme Instagram, comme sur d'autres. L'algorithme évolue et donc les exigences aussi de ce qui fonctionne évoluent avec. Et donc, tu peux pas t'adapter. Enfin, tu dois adapter ton contenu en fonction de tes envies. Quand ça fait 5 ans, bon, potentiellement, t'es plus le même. Je suis plus le même aujourd'hui à 28 ans que quand j'ai commencé il y a 4 ans à 24. Donc, j'ai aussi envie de parler d'autres choses. Typiquement, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un peu plus la parole autour de sujets économiques, d'intelligence artificielle. C'est des sujets dont je me serais moins emparé il y a quelques temps. D'ailleurs, il y a une thématique économie et tech, Exactement. une filière là-dessus. Et la distance entre les points, parce que si on a... Enfin, est-ce qu'il y a une orthogonie particulière? Est-ce qu'on pourrait retourner la cartographie dans tous les sens? C'est même 3D. Hein. C'est 3D. On se rend pas compte, mais c'est... Bah, je l'imagine bien. Ouais. Mais est-ce que du coup, la distance, c'est une modélisation où on se dit, OK, on va juste mettre la sphère économie et tech un peu, on va l'éloigner parce que effectivement, en termes de distance par rapport aux autres communautés, elle est un peu plus distincte. Mais on pourrait l'avoir eu plus proche peut-être des communicants et journalistes que ça peut intéresser aussi. Elle aurait pu être à un autre endroit. Ou est-ce qu'il y a vraiment une distance de une communauté qui est située sur une cartographie, disons, alors si c'est en 3D c'est compliqué, mais disons à l'est et une autre qui est à l'ouest? La distance a son importance, effectivement. Par exemple, sur cette cartographie, tu vois les mouvements contre-alternatifs et ce genre de choses, ils sont excentrés. Et on remarque également qu'au niveau des liens, il y a un léger croisement qui a l'air de se faire avec de l'entre-soi sur cette communauté. Et finalement, ça veut également dire que finalement, cette communauté sur les réseaux sociaux, elle va avoir tendance à parler entre elles, à se répondre et à finalement moins interagir avec les autres communautés. Donc la distance a plutôt un intérêt dans le sens où si tu remarques qu'on a par exemple le cœur de ta cartographie qui a des sphères entremêlées, il me semble qu'il y a la journaliste avec la culture, etc. Finalement, c'est que ces communautés-là ont plus de liens entre elles que des clusters qui vont être en périphérie, finalement. Et puis, tu as complètement raison. Et en plus, tu as aussi ce sujet de l'emplacement est important. C'est pas, tu peux retourner la carto. Par contre, si tu es là, que la sphère de Mina est là et que je suis là, je suis obligé de passer par la sphère de Mina pour t'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est hyper important. C'est important en marketing, c'est important en crise aussi. Si tu commences à avoir un bad buzz qui naît dans ma sphère social listening, un moyen... Toi, tu vas jamais l'avoir tant que la sphère de Mina va pas commencer à réagir. En crise, je vois bien, mais en marketing, pourquoi? Parce que c'est la même chose. Moi, si au sein de ma sphère, on parle tous de Ciao Kombucha, mais que toi, au final, tu pourrais ne jamais être
dans la bulle de filtre, tu ne pourrais jamais être dans l'écosystème numérique du Ciao Kombucha, à partir du moment où j'arrive pas à convaincre ceux de la sphère de Mina que c'est important, que c'est bien, que c'est stylé, que Squeezie, c'est un super gars. Et donc ça, ça fait partie aussi du jeu, tu vois. C'est pour ça que tu as une vraie importance des sphères centrales. Les sphères centrales, c'est ta fanbase et les gens qui sont comment dire, c'est le plus court chemin entre toutes tes communautés. Et là, on peut le voir, c'est les sphères vertes, bleues. Culture et société, débat et politique, jeunesse engagée. Mais ça veut dire que si demain, tu vois, tu veux, encore une fois, je sais pas, lancer une toute nouvelle thématique, tu veux parler, je dis n'importe quoi, d'agriculture, quand tu vas faire ton travail, toi, tu vas faire ton travail édito, de prod, etc., ça peut être intéressant de doubler ça d'un travail social intelligence pour te dire, OK, est-ce que parmi mes sphères, il y a déjà des gens qui vont être les premiers relais de ce contenu agricole, pour savoir vers quel côté de la carto le débat va débuter. C'est quoi la plus grosse découverte que vous ayez faite? Un truc où vous vous attendiez pas du tout par rapport, ça peut être sur un client sans forcément le citer. Oui, on a eu un client, ça nous est arrivé, donc une marque très institutionnelle qui fait assez sérieuse sur le papier, où finalement dans la cartographie de communauté, on a remarqué qu'on avait beaucoup d'amateurs de musique techno, de festivals techno, de festivals de musique, et finalement c'est quelque chose où en premier lieu, on n'aurait jamais imaginé que cette audience puisse apparaître. Il se trouve que derrière, ils ont fait quelques activations là-dessus en organisant un événement sur le sujet et qui a plutôt bien fonctionné et qui a été bien reçu par cette sphère qui en fait finalement était quand même très institutionnelle à la base. Ouais. Et ouais, je me souviens. Et t'avais pas la K-pop aussi, ouais. Mais il y avait un autre. Moi, j'en ai deux en tête. J'en ai un où tu arrives dans la salle, c'est la panique du client, qui est une grande marque dans le luxe. C'est la panique parce qu'il y a le sujet de la fourrure qui monte. C'est le sujet. Tout le monde fait que de parler de ça. Tu vois. Tout le directeur marketing, directeur de la communication. On sort la carto et on se rend compte que oui, il y a une discussion. Mais la discussion, c'est un peu comme ta sphère... Mouvement alternatif. C'est une sphère qui est hyper isolée, de gens qui sont très vocaux mais ne parlent qu'entre eux. Ne touchent pas du tout les consommateurs de la marque. Ne touchent pas à la brand equity de la marque. N'iront jamais acheter le moins de produits et sont même pas prescripteurs auprès des gens qui vont acheter le produit. Donc à la fin, on a pu leur dire, écoutez, oui, la fourrure, je comprends que ce soit un sujet, vous avez des sujets de fournisseurs, faut pas faire n'importe quoi, ça me regarde pas de toute façon, mais juste en termes data, voilà où on en est. Ça, c'est le premier truc. Et sur un truc un peu plus, sur un sujet un peu plus, un peu plus grave, on va dire, il y a eu dans ma vie d'avant à la présidence une cartographie qui avait permis de noter l'émergence d'une thématique autour des violences illégitimes, des violences policières, qui montait, tu vois, et qui n'était pas encore, tu vois, au centre, on va dire, médiatique à l'époque. C'était avant, alors je ne saurais pas retrouver l'année exacte, mais ce que ça disait concrètement, c'est que pour la première fois, ce sujet était emparé par des gens qui d'habitude ne s'expriment pas en ligne. Et ça, c'est un signal, mais hyper fort. Tu vois, quand tu vois dans ta carto, parce que là, c'est une carto purement, tu vois, de position, entre guillemets, mais tu as d'autres métadonnées, type le nombre de publications de moyens de ces gens-là, depuis combien de temps ils sont inscrits sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont l'habitude de publier ou non, etc. Et là, tu voyais que c'était un sujet qui était pris par des gens qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer. Et ça, c'est un très, très fort. Tu passes le signal faible. Ça devient un signal fort. Voilà. Typiquement, les gilets jaunes, ça aurait pu être le cas. Les gilets jaunes, moi, j'étais pas à l'Élysée à ce moment-là, mais oui, concrètement, je pense que le mouvement des gilets jaunes est lié essentiellement, bien sûr, à des raisons économiques. Mais il y a une explication qui est possible aussi, c'est que ces méthodologies d'écoute, c'est pas des méthodologies d'espionnage. C'est pas des méthodologies qui vont fouiller dans les messages perso des gens. Au contraire, moi je trouve que c'est un outil qui te permet, c'est un peu comme un sondage en temps réel de gens qui sont pas vraiment écoutés. Tu vois, c'est tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu vois, je capte autant le PDG de Total que
la personne qui Va à la station-service à acheter. Palavas les flots, tu Exactement. vois, en gros. Et j'ai rien contre Palavas, je viens de Montpellier, mais t'as ce truc-là de grâce à ça, c'est facile à dire, on aurait pu prédire, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait des signaux à les détecter un peu plus en amont et peut-être se dire, bon, bah oui, il y a quelque chose qui monte et c'est pas que du volume, c'est pas que du sentiment, c'est du relationnel, c'est de l'intime. Quelles conséquences vous tireriez de ma cartographie si vous me mettez dans une posture conseil. Après, il faudrait que je vous dise quel est mon problème. Quel est ton problème, Jules? Quel est mon problème? Ce serait d'être plus proche de ma communauté. Comment je fais pour resserrer le lien que j'ai avec ma communauté et faire en sorte que j'ai un engagement de mes posts qui soit 3 fois plus fort. Alors, l'engagement 3 fois plus fort, on peut pas le garantir. Ça, Sans le garantir, mais quelles seraient les préconisations? moi, tu vois, je te reprends l'exemple des apprentis rhéteurs. Tu le sais pas. Maintenant, tu le sais. Il y a une sphère de gens qui Tu regardes par rapport à la manière dont tu t'exprimes et pas forcément sur le contenu. Plutôt ta manière de t'exprimer. un truc malin, tu vois, auquel peut-être tu l'as déjà fait, je sais pas, mais c'est tu te maques sur les types de contenus, le type d'événements sur lesquels ces gens-là ont l'habitude de s'intéresser, qui du coup sont éloignés de la littérature, sont éloignés du sport, etc. Mais tu vas voir HEC, tu vas à Sciences Po, tu leur dis, moi je veux être le parrain de la prochaine édition. Et voilà, c'est très concret. Hein. Tu vas dans la rue d'à côté à Sciences Po, et c'est pas si proche que ça, mais et J'en suis sorti il y a quelques années. Voilà. Tu dis, bah allez, je reviens et je suis le jury. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça c'est du terre à terre, tu vois. Et si tu veux te dire, bon, donc là, tu vas être plus proche de ta communauté, mais tu vas pas pouvoir te répliquer partout, dans tous les événements de rhétorique du sujet. Je pense que sur le sujet, après un peu plus large, tu vois, il y a un enjeu entre ta relation, entre ta communauté propre, tu vois, et le crayon. Pour l'instant, c'est qu'une sphère isolée. Moi, je ferais quand même une surveillance, on va dire, une veille, typiquement, de regarder si cette sphère-là... en effet, c'est une sphère qui tu vois, s'intéresse au crayon et au discours parfois clivant que le crayon porte, et alternatif. Je regarderai si cette sphère-là elle continue, tu vois, de rester en périphérie, ou si, et donc du coup, oui, tu es référencé comme le cofondateur du crayon, mais entre guillemets pas vraiment pour tes sur Instagram, tu vois, et si le jour où ça vient à l'intérieur, bah forcément, je pense qu'il y a un ajustement à faire, ou en tout cas des prises de position peut-être plus fortes sur ton contenu, ou au contraire, lisser un maximum pour éloigner la sphère, tu vois. Mais ça va très vite se voir. Hein. Ça se voit même visuellement, vu que la sphère est éloignée. Tu vas tout de suite voir si elle s'éloigne plus ou si elle rentre dans le moule, quoi. Moi, je trouve intéressant cet audit et la cartographie que vous avez réalisée parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire pour ma propre communauté. Je le vois plutôt pour d'autres, en général, pour des clients. Mais donc là, c'est précieux d'avoir ce regard et d'essayer de prendre un peu de recul sur soi-même. Et ça, je trouve que les cartographies comme ça peuvent aider à y réfléchir. Super. Merci beaucoup. beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de nous dire en commentaire qui nous devrions inviter la prochaine fois.